Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'audit énergétique. Je m'appelle Florent Buffin, je suis le dirigeant de PIA Production, une filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Et une partie de notre activité consiste à éditer l'outil Caprénov, donc outil d'audit énergétique. Alors, l'audit énergétique comme réponse, comme outil d'aide à la décision des ménages. Au niveau de la préoccupation des ménages dans un cadre de rénovation énergétique d'un logement, il y a tout un tas de préoccupations qui se mélangent. J'en ai listé quelques familles. Les préoccupations principales qui sont des préoccupations d'usage et de fonctionnalité. Pourquoi est-ce que je veux rénover? En général, il y a souvent derrière l'acte de rénovation un projet lié à une évolution de vie, l'arrivée d'un enfant, le départ des adolescents, etc. Donc il y a des problématiques d'usage qui sont au centre de la rénovation et de la rénovation énergétique qui peut aller avec. Des préoccupations esthétiques, mon logement il est vieux, ma cuisine, je ne m'y retrouve pas aujourd'hui, c'est pas au goût du jour. Des préoccupations budgétaires, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et des préoccupations donc, qui concernaient l'énergie et le confort. Et ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça se mélange. Et je vous invite à consulter les travaux notamment du Club de l'amélioration de l'habitat sur la question des préoccupations des ménages, et aussi des travaux de sociologues comme Viviane Hamon, qui a fait un dossier qui s'appelle, j'ai perdu le nom, le temps du chantier, où on a des suivis de ménages qui rénovent leur logement en site habité. Et c'est très intéressant de suivre leur parcours, leurs réflexions. Donc moi, ce qui me semble important dans ce préambule, c'est de bien prendre conscience que ces choix-là, toutes ces questions-là, elles vont se baser sur des éléments qui sont rationnels. Donc en tant que professionnel de l'énergie, on va souvent s'attaquer à cette partie-là, mais aussi toute une partie d'irrationnel. Une partie liée à la culture, liée à l'histoire des personnes, liée à la relation qu'ils ont avec le logement en général, etc. Et souvent, cette dimension irrationnelle, elle a une part plus importante que ce qui n'y paraît. Et la grande difficulté de tous les acteurs du Conseil, c'est justement d'arriver à embrasser cette dimension irrationnelle. Donc, nous, dans l'audit énergétique, on va surtout s'attaquer au dernier point, aux deux derniers points, c'est-à-dire l'aspect budgétaire et l'aspect énergie et confort. Mais c'est vrai que la question d'intégrer le non énergétique dans les audits énergétiques, par exemple, est aujourd'hui vraiment très importante. Il y a quelques expérimentations dans ce sens-là. Nous, dans ce qu'on fait dans Caprénov, il y en a une partie, mais encore, j'allais dire, pas assez, pour vraiment prendre en considération le fait que l'énergie, c'est une partie du projet, et c'est pas forcément toujours le déclencheur ou la préoccupation principale. Et ça, c'est très important dans la compréhension que peut être faite de l'audit énergétique par les ménages. Donc, les ménages, les préoccupations qui sont autour notamment du budget de l'énergie, elles sont assez connues et assez diverses. Donc, c'est déjà combien ça coûte. Il va y avoir des économies d'énergie, mais entre ce qu'on m'annonce, qu'est-ce qui va en être réellement pour moi, sur quoi est-ce que je peux vraiment compter, comment est-ce que ça se finance, tout ça, c'est des travaux potentiellement importants. Est-ce que j'ai droit à des aides? Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cette solution qu'on me propose, je suis allé voir un artisan, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou pas chez moi? Je ne suis pas expert. Donc pas mal de questions finalement qui font que le parcours de rénovation, même si bon, aujourd'hui, on a un service public de la rénovation qui est quand même bien implanté et assez connu, mais finalement, quand on regarde les études, il y a beaucoup de propriétaires qui ne connaissent pas ce service ou qui ne font appel à aucun conseil, aucune assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, tout ça, voilà, c'est des questions qui tournent pendant un certain temps. Et notamment aussi, la dernière question qui me semble intéressante, c'est la question de la confiance.
qui est quand même une question récurrente de est-ce que les Français font confiance aux entreprises du bâtiment, donc avec cet aspect réputation, soit par le bouche à oreille, soit par des réseaux plus digitaux, de dire bon, comment je fais pour, au-delà du prix, faire confiance à la personne qui va rentrer chez moi, dans mon intimité. Donc au niveau de l'audit énergétique, au niveau de Caprénov, en fait à l'intérieur de Caprénov, donc c'est un outil à destination de différents acteurs, on y viendra tout à l'heure. On propose grosso modo 2 approches qui vont permettre d'aider à la décision. La première qui est une simulation dite libre, c'est-à-dire qu'on va proposer dans l'outil de faire une simulation de travaux. Et là-dedans, on peut venir simuler plein de choses différentes de manière très, très libre, et ça donne un document qui est juste un document là pour éclairer, pour faire du conseil, mais qui n'a pas d'opposabilité, qui n'est pas reconnu par des tiers. Et puis, on a la possibilité dans Caprénov de faire une simulation qui est donc un audit énergétique. Donc là, ça a une dimension différente puisque cet audit, lui, il n'est pas libre. Dedans, il est fléché. On doit faire un certain nombre de scénarios. Donc un scénario qui propose moins 30% d'économie d'énergie, puis un scénario qui va au BBC. Et puis cet audit, il va donner droit à des aides. Donc, on va zoomer sur la partie audit. Et l'audit, aujourd'hui, il est quand même vu et utilisé quand même principalement justement parce que c'est une clé d'entrée pour les aides. Donc, puisque de plus en plus les aides s'orientent non plus vers des rénovations par geste, mais des rénovations liées à la performance, l'audit, ça va être justement le document, l'étude qui va permettre de justifier la performance. Donc, pour des aides qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui sont de plus en plus importantes. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais on va avoir dans le cadre de MaPrimeRénov' 3 aides qui sont conditionnées à la performance, donc le bonus sortie de passoire, le bonus BBC et la prime à la rénovation globale. On a une aide qui fait parler beaucoup d'elle, le coup de pouce à la rénovation globale, donc avec son joli petit nom barbare de TH 164, dont le montant peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pas des détails dans le montage d'un projet, ce genre d'aide. Et puis l'éco-prêt à taux zéro de 30 000 euros qui lui aussi dépend donc de justifier un niveau de performance par un audit. Alors, du coup, on a les préoccupations des ménages qui se posent des questions sur comment financer. Ok, l'audit, mais l'audit, il va déclencher des aides, mais du coup, l'audit, il va être intéressant pour les collectivités par les aides publiques, l'ANA, les C2E, etc. Mais eux, ce qu'ils attendent, c'est des calculs conventionnels. C'est-à-dire, comme un DPE, c'est-à-dire ce que je juge, c'est le bâtiment. Les occupants, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour répondre aux préoccupations des occupants, je suis en train de faire quelque chose pour montrer que les travaux vont répondre à des normes, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, à l'intérieur de Caprénov, on va avoir un moteur de calcul conventionnel qui va donner des résultats, et des résultats qui doivent être chiffrés en kilowattheure par usage, etc., etc. Du coup, très intéressant pour les thermiciens, mais ça ne répond pas aux problématiques que j'ai citées juste avant. Et puis, donc, dans l'audit, on va avoir un autre type de calcul à côté, qui est donc à vocation à répondre aux préoccupations du ménage. Donc, avec les mêmes données d'entrée, on va faire une approche complémentaire qui, elle, va prendre en compte les priorités du ménage, qu'on va mettre dans le parcours de la saisie de Caprénov. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des travaux ? Parce qu'on peut très bien à chaque fois dire il faut une double flux et une ITE, si en fait il y a de la pierre et qu'il n'y a pas de quoi passer les gaines, ou moi je veux pas de gaz ou je veux pas d'électricité. Enfin, il faut vraiment prendre en compte les priorités du ménage pour au moins argumenter correctement la solution, faire en sorte que ça réponde bien. La prise en compte de l'occupation réelle, donc là, dans ce cas-là, combien de personnes vous êtes ? On va même jusqu'à la durée des douches. C'est un peu extrême, mais c'est vraiment pour aller jusque dans ce côté. On va vous proposer quelque chose qui colle à votre comportement. Et puis, la prise en compte des factures.
Pourquoi? Parce que dans l'audit, avec ces calculs comportementaux, de toute façon, il y aura une estimation de la dépense énergétique, mais il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font que l'estimation, elle ne correspond pas exactement à la dépense réelle du ménage. Donc le fait de venir rentrer les factures, ça va permettre de reboucler entre un modèle qui sera toujours imprécis, même si on faisait une STD, etc. De toute façon, vous voyez, le climat change. D'un hiver sur l'autre, on ne va pas du tout avoir les mêmes consommations. Il peut y avoir des effets d'occupation, par exemple, très variables. Il peut y avoir tout un tas de choses qui ne sont pas prises en compte dans le moteur de calcul, etc. La vie est bien plus complexe. En tout cas, si on ne veut pas passer une semaine à faire une étude, un audit énergétique. Donc on est obligé de simplifier. Et donc le bouclage facture nous permet de nous assurer qu'on va être dans les bons ordres de grandeur en termes économiques. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir des résultats qui ne sont pas des résultats conventionnels, donc pas des étiquettes A, B, C, D, E, F, qui sont conventionnels, mais des résultats plutôt en euros, où je ne vais pas avoir le temps de faire une démonstration de Caprenov, mais où on se retrouve avec une projection sur une durée qui de base est à 15 ans, mais qui peut être à 10, à 5 ou à 20. Mais 15 ans, c'est déjà beaucoup pour la plupart des ménages. Et on va se dire, bah voilà, si vous faites pas de travaux, voilà ce que ça va vous coûter. Donc, dedans, il y a tout un tas de calculs. C'est pas forcément ce que les gens dépensent aujourd'hui, mais c'est une moyenne sur 15 ans en prenant en compte l'augmentation du prix de l'énergie. Bon, en ce moment, on en entend beaucoup parler. Le prix de l'énergie qui est intégré dans le Caprenov avec des hypothèses qui sont modifiables. Il y en a qui font des projections à 0% en disant « je ne suis pas Madame Soleil ». Nous, on a pris de base l'évolution constatée sur les 20 dernières années, on les a reprojetées. Mais c'est modifiable. Ça permet d'ailleurs de voir l'impact de l'augmentation du prix de l'énergie sur la rentabilité des travaux. Et puis, si vous faites des travaux, voilà ce que ça va vous coûter sur 15 ans. Donc, les consommations d'énergie qui passent là dans cet exemple de 32 000 à 21 000 euros. Donc voilà, il y a une économie d'énergie, il y a un ordre de grandeur. On essaie de l'arrondir, on devrait même l'arrondir à 500 euros près. Sur 15 ans, on n'est vraiment pas en train de faire quelque chose de fin. Et puis, le remboursement des prix de travaux. Donc ça va être le coût de travaux moins les aides et plus les éventuels frais de financement des travaux, des prêts de travaux, etc., etc. Et donc le but, c'est pas tout le temps ça dans tous les projets. Là, je vous donne un exemple où ça fonctionne, mais c'est de montrer que en fait, si vous faites pas de travaux, ça va vous coûter plus cher que si vous en faites à long terme. Donc et en plus, sans compter le fait qu'une fois que les travaux sont payés, là, c'est carrément tout le bénéfice des économies d'énergie qui est actif. Donc là, on répond beaucoup plus aux préoccupations des ménages sur l'aspect financier. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo qui est un témoignage de comment est-ce qu'un particulier a reçu un audit. Alors, je crois que ça marche comme ça. C'est la maison d'enfance de ma femme, c'est vrai qu'elle la connaît assez bien, donc on sait où on met les pieds, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'elle est aussi dans son jus depuis 30 ans, quoi, donc c'est pour ça que là on profite du rachat pour un peu la remettre à jour, quoi. Alors d'abord on a pris un rendez-vous sur internet, il est venu, on a une première discussion où il n'y avait pas encore de rapport, on a vraiment discuté de nos besoins, il a fait le tour de la maison, on a abordé les différents aspects. On a eu une évaluation énergétique, on a eu une évaluation de ce que ça coûte maintenant, de ce que ça coûterait ensuite. Donc du coup ça permet aussi de voir en fait, alors combien certes on paye par mois au début sur le crédit, mais vu l'économie d'énergie, quel est le vrai coût en fait des travaux et de se rendre compte que l'amortissement est très rapide en fait. Alors nous, c'est vrai qu'on s'en doutait, puis on était dans une logique où on voulait le faire. Mais là, clairement, ça permet pour quelqu'un qui aura un doute de voir la différence, quoi. Ma femme s'était renseignée pour tout ce qui était PTZ, etc. Après, on ne savait pas l'ampleur que ça pouvait avoir. Par exemple, au niveau des combles, on savait qu'il y avait des aides au niveau de crédit d'impôt. On ne savait pas exactement après, parce qu'entre ce qu'on lit sur Internet et les évolutions de la législation, ça peut changer. Donc on savait qu'il y avait des aides, c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi en passant par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et c'est vrai qu'après, au final, on a eu plutôt des bonnes surprises, parce qu'on savait qu'il y en aurait, mais on ne savait pas à quel point. Donc je pense que seul, on aurait raté des trucs. Le fait que
il y ait une pédagogie qui soit mise en place, c'est sûr que ça aide. Disons que quand on s'y connaît pas, c'est agréable d'avoir le sentiment de comprendre ce qu'on nous explique. C'est un peu comme quand on va voir un garagiste, si on ne comprend pas ce qu'il fait, on a tendance à se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire. Quand on comprend, on a le sentiment de choisir en connaissance de cause. Donc, je trouve très parlant la comparaison avec le garagiste. Est-ce que je vais me faire arnaquer ou pas? Là-dedans, finalement, il y a des chiffres, il y a tout un tas de calculs, il y a évidemment les dimensions rationnelles dont je parlais, mais il y a surtout la dimension irrationnelle. Ok, c'est ma maison, on a pris du temps pour m'écouter, il y a des choses qui me concernent moi, et donc du coup, je suis rassuré par le fait que si déjà avant les travaux, il y a déjà des éléments qui viennent baliser mon parcours, il y a plus de chances que ça se passe bien derrière. Donc pour moi, le rapport d'audit, il est j'allais dire, 30% rationnel, 70% irrationnel. C'est important que, du coup, ce ne soit pas qu'un ramassis de chiffres, comme on peut le voir d'ailleurs souvent, malheureusement encore beaucoup, dans la présentation des devis des artisans. Quand vous achetez une voiture, on ne vous dit pas il y a 4 roues avec le prix à l'unité de la roue, l'embrayage, le prix à l'unité. On vous propose le service que ça rend. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que l'audit, il accompagne le devis, en fait, pour venir raconter une histoire. Donc dans ce rapport d'audit, on a déjà donc toute la problématique de l'appropriation du fonctionnement du logement. On aimerait faire encore beaucoup plus pour faire en sorte que l'audit permette aux gens de comprendre que leur maison, c'est un système avec plein de choses qui interagissent entre elles. Ce n'est pas qu'un système de chauffage et puis des menuiseries. Et dans ce rapport d'audit, on va donc avoir des scénarios de travaux qui actuellement sont des scénarios alternatifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire le 1 ou le 2. Et on travaille actuellement sur des scénarios plutôt cumulatifs, de manière à s'assurer que toutes les solutions proposées sont compatibles avec une trajectoire BBC pour éviter d'avoir à faire des travaux dans 5 ans qu'il faudra refaire dans 15 ans pour être au niveau de la performance souhaitée sur un poste. Donc ce rapport d'audit, il est clé. Nous, on réfléchit beaucoup à son format. On en a même fait des annexes dédiées à l'administration pour éviter de polluer le rapport avec des chiffres et des choses qui noieraient le discours. On aimerait bien un jour même que ce rapport, il n'existe même plus sous forme papier, mais qu'il soit complètement interactif pour aller chercher les informations là où on veut, mais pour éviter d'avoir finalement une sorte de format où de toute façon ça convient jamais, il n'y a pas de rapport idéal. Soit il est trop complet pour quelqu'un qui veut aller vite, soit il manque des informations pour celui qui aimerait aller un peu plus en profondeur. Donc c'est pour ça que le rapport d'audit, c'est vraiment un sujet très très important. Voilà, donc aujourd'hui, en retour d'expérience, les entreprises, les utilisateurs de Caprenov, mais ils sont assez variés. Les entreprises RGE en premier lieu, alors, pour les audits un peu moins, puisque les entreprises RGE qualifiées pour faire de l'audit, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, les entreprises RGE, elles ont cette problématique de rassurer leurs clients, d'être dans une démarche commerciale, etc. Donc elles vont plutôt choisir en général ce que j'ai appelé la simulation libre, et voire préparer le travail pour un auditeur énergétique. Il y en a qui travaillent main dans la main. Il y a tout un tas de possibilités qu'on a constatées sur le terrain. Deuxièmement, les formateurs et les organismes de formation, parce que du coup, il y a tous ceux qui se forment aux problématiques de l'audit, et donc les formateurs ont besoin de faire en sorte qu'ils comprennent aussi en profondeur les enjeux autour de ces outils, qui ne soient pas uniquement des outils de calcul. Entre autres, les formateurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou des organismes de formation, mais on leur permet même de générer eux-mêmes les licences pour leurs apprenants. Quand il y a 10-15 personnes pour une session de, je sais pas, une semaine ou 3 semaines, ils peuvent créer des licences pour leurs invités, pour leurs stagiaires. Voilà. Le réseau FAIR aussi, donc, qui utilise en partie donc des points info énergie, des plateformes de rénovation énergétique qui utilisent l'outil pour conseiller les particuliers. Donc il y en a qui se déplacent sur site, il y en a qui font que recevoir
pour faire des rendez-vous conseils. Donc on a aujourd'hui, on est en train de republier la carte, mais je sais pas, une soixantaine à peu près d'associations et membres du réseau FAIR ou des opérateurs ANA qui utilisent quasiment quotidiennement l'application. Et puis de plus en plus, des architectes, des bureaux d'études, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. Donc il y a eu l'année dernière une première envolée, on va dire, de ces besoins-là liés à Action Logement et l'aide Action Logement, sur lequel je ne vais pas revenir, mais du coup, ça a ouvert un petit peu des possibilités. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous ces acteurs, on est en discussion avec notamment les architectes de la rénovation, qui sont donc un syndicat d'architectes qui se veut actif sur les problématiques de rénovation énergétique des logements. Donc même si à la base, ce n'est pas un outil pour les architectes, il n'y a pas beaucoup de possibilités encore d'aménager des combles, d'aménager des garages, de faire des modifications, notamment avant-après de la surface habitable. Donc ça, c'est encore, on l'a vu par rapport aux premières préoccupations des ménages d'usage et de fonctionnement, mais il y a encore des choses à faire évoluer dans nos outils, mais en tout cas, on va dans cette direction. Voilà. Aujourd'hui, depuis janvier 2020, c'est à peu près 100 000 rapports PDF qui ont été générés par l'application. Donc, je n'ai pas le distinguo encore. Il faudra qu'on le fasse pour avoir combien de rapports d'audit, combien de rapports simulation libre, etc. Mais depuis fin d'année dernière, avec l'audit clé d'entrée pour les aides, c'est vrai qu'on a vu s'envoler le volume d'usage et on s'attend à ce qu'il y ait encore des belles évolutions sur le point de vue du volume d'usage de notre application. Rapidement, pour terminer, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Donc, c'est un peu moins lié à la préoccupation des ménages, mais ça me semble quand même donner un petit peu une trajectoire. Le premier point, c'est qu'on est sur une année de transition sur les méthodes de calcul. Il y a beaucoup de flou réglementaire. Vous avez peut-être vu passer vendredi dernier le fait que le ministère demande de ne plus faire de DPE sur les logements d'avant 1975 tant qu'il n'y a pas un peu plus d'études sur la nouvelle méthode qui a été mise en place donc en juillet 2021 pour les DPE. Nous, on ne fait pas du DPE, ce n'est pas un logiciel de DPE, mais cette méthode, dans les textes, on nous demande de l'appliquer. Alors pour l'instant, elle n'est pas complètement sortie du four, on peut dire ça comme ça. Donc, dans les textes, et on attend des décrets pour les prochaines semaines, on devrait avoir clairement l'obligation d'utiliser le nouveau moteur de calcul à partir de janvier 2022. Ce qui est bien, puisque enfin, on aura un DPE et un audit qui se basent sur un même outil de calcul, et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il faut que cette méthode, elle soit quand même un peu stabilisée. Et donc, nous, c'est notre travail de fin d'année. Voilà. Et puis, un projet de décret qui est aussi en cours. Là, la fin de la consultation, c'était cette semaine. Mais on va vers l'obligation de réaliser des audits énergétiques dans le cadre où, quand les DPE, à partir du 1er janvier 2022, donc là aussi, ça vient très très vite, quand les DPE vont indiquer qu'on est dans le cadre d'une passoire, donc en F ou en G. Donc là, c'est un type d'audit un peu particulier, puisque le commanditaire, c'est le vendeur. Donc, c'est pas lui qui va faire les travaux. Donc, c'est quand même... On parlait de préoccupation des ménages tout à l'heure. Quand je parlais de préoccupation des ménages, je parlais bien de celui qui habite dans le logement ou qui vient d'acheter un logement pour le transformer. Là, du coup, c'est un peu... voilà. C'est un peu en cours de discussion, mais parler de retour sur investissement à quelqu'un qui vend son logement, pour l'instant, nous, on ne comprend pas trop le sens du texte. Mais du coup, on a fait nos commentaires au ministère dans la semaine. Voilà. Il reste 5 minutes. J'ai essayé de ne pas être trop bavard pour vous laisser le temps de poser des questions. Si vous voulez que je revienne sur des points en particulier. Je ne sais pas si... Ah, voilà, là-bas. Oui, bonjour. Technicien de bureau d'études. Je vais poser juste une question par rapport au nouveau calcul qui va venir, là, ce 1er janvier 2022. Est-ce qu'il y aura une correspondance entre les étiquettes DPE et justement la nouvelle étiquette qu'il va y avoir avec ces nouveaux calculs ? Une correspondance entre les anciens calculs et les nouveaux ? En fait, souvent les clients me posent la question pourquoi il y a 2 étiquettes différentes entre le DPE et puis l'audit. Alors, donc ça fait partie des choses qu'on a remontées. La problématique pour les audits énergétiques qui vont venir après un DPE, de faire en sorte que ce soit
si possible la même, au moins en termes de lettres. Si le chiffre il bouge un peu, à la rigueur, ça se voit pas trop. Mais ça, c'est un des points. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de méthode de calcul, à chaque fois, c'est une catastrophe sur le terrain. Nous, on l'a vécu en début d'année où on avait justement passé, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais Caprenov en 5 usages, parce que c'est ce que demandait l'audit. Et on pensait que le DPE le DPE 2021 va dans ce sens-là. Donc on s'est dit c'est le sens de l'histoire. Et là, fin d'année dernière, on nous dit bah non, en fait, l'audit doit passer en 3 usages. Donc en fait, quand on fait ça, d'une part, du coup, ça s'est complètement croisé là. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'administration? Et surtout, en fait, le problème, c'est que tous les acteurs de terrain, ils font la mise à jour, ils rouvrent leur simulation, et puis du coup, le logement qui était justement en F, il passe en E, ou il passe. Donc c'est un vrai problème. Et ça, on a beaucoup de personnes qui nous interpellent là-dessus. Alors, du coup, on bidouille, nous, pour faire en sorte, parce qu'on n'a pas la possibilité de changer les versions de moteur, parce que l'outil n'est pas fait comme ça. Mais la seule chose qu'on fait, c'est qu'on dit gardez les 2 versions du logiciel. Enfin, on se débrouille pour qu'il y ait des personnes qui aient l'ancienne version, la nouvelle, le temps de finir leur dossier. Et c'est vrai que toute la problématique des dates, en général, ça peut être la date de valorisation d'un montant de C2E, par exemple, aussi. On dit, ouais, au 1er janvier et tout. Oui, mais ça, c'est par rapport à la date de dépôt du dossier. Mais du coup, quand il va être étudié 2 mois avant, etc., à chaque fois, c'est un problème. Donc, pour répondre à votre question, sur 2022, nous, on va changer la méthode de calcul. Donc, au 1er janvier 2022, il y aura des nouveaux calculs, donc des nouvelles étiquettes. Donc, on va retomber dans ce problème-là, ça c'est sûr. Et après, en ce qui concerne l'audit passoire en particulier, ça, j'ai pas la réponse. On est en train le décret n'est pas sorti. Et le problème, c'est que, vous voyez qu'on est le 28 septembre. Le décret il va sortir peut-être fin octobre, et du coup, ça laisse très peu de temps pour s'adapter, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura une correspondance pour répondre. Mais ça, c'est pas nous qui le décidons. Oui, bonjour. Par rapport à votre dernière vignette, là, donc l'audit passoire obligatoire, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir avoir un impact sur les ventes de biens? Est-ce que le vendeur aura l'obligation, par exemple, de mettre son bâtiment à un certain niveau Alors oui, parce que du coup, là, les textes, ils sont sortis. Oui. Sur notamment Alors, je ne suis pas l'expert de ce sujet-là, mais notamment sur l'interdiction de mise en location de biens à étiquette F ou G à partir du 1er janvier 2023. Donc ça va être assez important comme effet sur. Et puis après, c'est progressif jusqu'en 2025, je crois, ou 30. Je ne vais pas dire de bêtises. Vous pourrez notamment, il y a des articles sur notre site qui parlent de ça. On est en train de communiquer sur effectivement le fait que les passoires, ça va être ce côté oui-non passoire va être de plus en plus important, puisqu'il est dans le collimateur entre guillemets des politiques. Oui. Et c'est pour ça que le DPE a été refondu pour être opposable, pour permettre ce genre d'application de loi, puisque avant le 1er janvier, le DPE n'était pas opposable. Mais encore une fois, là on a parlé d'audit énergétique et de préoccupation des ménages, avec un outil comme Caprenov qui n'est pas un outil de DPE. C'est terminé. On va peut-être prendre la dernière question. Mais... Alors, rapidement, il me semble que la durée de vie des équipements n'est pas pris en compte dans le calcul de rentabilité, de la rentabilité des scénarios de travaux. Est-ce que je me trompe ou... Effectivement, c'est pas pris en compte dans le calcul. On pourrait. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être un peu de données officielles, entre guillemets, sans que chacun ramène ses données maison. Mais c'est des choses qui sont complètement intéressantes dans la projection, notamment quand on se projette à plus de 10-15 ans, où effectivement le coût de renouvellement des systèmes peut être important. Après, la grosse difficulté qu'on a quand on se projette, notamment dans un scénario éventuellement par étape, par exemple, c'est qu'on ne sait pas quel sera le prix ou quel sera le niveau d'aide dans 5 ans pour telle ou telle action. Et donc, c'est très difficile de faire des projections économiques en imaginant des futures étapes. Voilà. Je vous remercie. Ok, merci. Et je voulais juste vous dire aussi que si vous voulez qu'on échange, je serai jusqu'à 12h30 sur le stand de Saint-Gobain.